Je pense que je dois revenir en fait sur un moment en fait, c'est-à-dire le retour du Népal qui nous a profondément marqué et le choix de partir au Mozambique. En fait, à l'époque, ce que nous avions dans la tête, et dans cette époque-là, c'est-à-dire fin des années 70 et le début des années 80, on est en 81, 82, en fait, c'est une époque militante, en fait. Donc le marxisme, la libération des pays du joug de la colonie, en fait, hein, est encore omniprésente. Les luttes en fait écologistes démarrent. Et donc nous sommes des militants, Daniel et moi. Donc il faut vous imaginer qu'on est dans un univers d'engagement politique. Et l'idée qu'on avait, quand nous étions en Belgique, quand on est rentré du Népal, on avait déjà entrevu, il avait été un peu en Amérique du Sud, euh, nous avions envie de vivre en fait et concrètement d'aller se mettre au service en fait d'un peuple qui a besoin, pensions-nous, de nos compétences pour les aider à émerger. Après ces années de colonisation, on voulait se mettre au service de régimes révolutionnaires, pour dire ça comme ça, pour vivre la révolution et plus la vivre dans les livres, fabuler le soir au bistrot et tout. Non, on s'est dit on y va, on s'engage et on va participer. Et c'est comme ça qu'on a eu toute cette piste et que nous nous sommes retrouvés finalement. Et donc la confiance, quand on signe notre contrat dans une pâtisserie, c'est une confiance entre militants. C'est-à-dire que la personne qu'on avait rencontrée, qui était un clandestin, à Lisbonne, finalement nous fait confiance aussi, comme nous on lui fait confiance. Et c'est comme ça qu'il nous envoie les billets, qu'il nous propose d'étudier le portugais et qu'il paye les cours, etc. En fait, c'est comme ça que ça arrive. Donc quand nous arrivons à Maputo, on se rend compte que la situation est difficile. Quelques années après, Maputo est une enclave en fait dans l'Afrique du Sud. À l'époque, l'Afrique du Sud est l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ian Smith est toujours en place en ce qu'on appelait la Rhodésie à l'époque. Et puis Malawi, c'est la même chose. Et donc vous aviez des grands pays qui sont tout à fait contre en fait la révolution Samora Machel. Donc Samora Machel est une révolution populaire. C'est lui qui crée le Frélimo. C'est une révolution rurale essentiellement, donc c'est une révolution par une transformation du système agraire, etc., une villagisation du pays. Et très rapidement, nous sommes intégrés dans des brigades. Hein. Donc on s'appelle camarades, la rhétorique. On apprend à écouter les grands discours fleuves en fait, de ces gens qui expliquent au peuple, littéralement par des discours de plusieurs heures, en fait, qui expliquent toute une pédagogie, en fait, dans lesquels ils souhaiteraient que le peuple entre, en fait. Et donc, c'est des discours incroyables. Et nous sommes là, sur la place de la Révolution, à écouter avec tout le monde. Et on est pris dans cet élan révolutionnaire, avec ces chants, toute une époque, en fait, qu'on découvre, en fait. Hein. Donc, les chants, l'habit, enfin, tout. Et donc, on devient membre du Frélimo, donc du parti révolutionnaire mozambicain. Et nous sommes intégrés dans des brigades qui allons, on peut dire, en milieu rural, réfléchir avec la paysannerie pour augmenter la production. À l'époque, c'était ça. Il fallait alimenter les villes, il fallait faire en sorte que la production soit plus importante, mais aussi être capable, comment on appelle ça, de vendre et surtout d'éculer la production. Donc il fallait réfléchir à l'ouverture des chemins, etc. Faire en sorte que les gens sortent d'une misère incontestable. Le Mozambique est un pays gigantesque, peu peuplé, extrêmement isolé. Le Mozambique, c'est 3000 km de long, hein, c'est sur 700-800 km de large, c'est un pays énorme.
Et donc nous sommes nommés, en fait, Daniel et moi. Daniel était jeune, elle avait un contrat, nous n'étions pas mariés. Je ne sais pas si vous imaginez la complexité des situations dans lesquelles on se trouvait et nos employeurs se trouvaient finalement avec nous. Daniel va travailler essentiellement à la capitale dans des problèmes d'alphabétisation. Donc elle a 18 ans, mais elle rentre là-dedans, dans la langue portugaise, hein, et elle travaille dans la mise au point de manuels d'éducation populaire pour des gens qui n'ont jamais fait une minute d'école. Hein. Et moi-même, je suis dans des problèmes techniques, ruraux, agricoles, avec d'autres collègues qui viennent essentiellement du Brésil et qui viennent essentiellement du Chili. Et donc je découvre des gens qui ont lutté, en fait, qui étaient des militants, la plupart engagés, universitaires pour la plupart, engagés, et qui partent, qui quittent en fait l'Amérique du Sud pour aider la révolution de Samora Machel, qui sont des gens qui sont là par conviction politique. Et donc on se retrouve très fréquemment, on discute beaucoup, on discute de la révolution, et progressivement on discute aussi en fait des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire que à partir de l'Afrique du Sud, toute une contre-révolution est financée aussi par le Portugal, et des attentats, une rébellion est de plus en plus financée. Donc je parle au fur et à mesure que la révolution s'avance, est de plus en plus financée. Notre projet, qui est un projet qui est au front en fait, on est au front de l'explication, je dirais, du contenu de la révolution, de la villagisation, de la mise en coopérative des paysans pour acheter des semences, des engrais à des prix attractifs, etc., est visé, littéralement visé. Donc notre projet, et nous, les quelques coopérants qui sont là, mais nous sommes des coopérants au service de la révolution, nous sommes les gens qu'il faut absolument atteindre, parce qu'il manquait de cadres, il y avait très très peu de cadres qui avaient été formés. Et donc on est vraiment tout un groupe qui sommes visés en fait, par les services de renseignement, par sans doute la police politique portugaise, par l'Afrique du Sud, etc., qui ne veut pas de ce régime aux portes de l'Afrique du Sud. Et donc notre projet va se faire attaquer plusieurs fois, donc par des mouvements de guérilla, donc ça va très vite, hein. Ça se passe la nuit, puis les gens attaquent, repartent, etc. Et donc on vit dans un climat d'insécurité. À plusieurs reprises, Daniel et moi, on n'arrive pas à se retrouver. Elle est à la capitale, moi je vis ailleurs. Parfois des routes sont prises par la guérilla, donc on ne sait plus, ça devient quelque chose. Donc nous, on n'avait aucune expérience, nous n'avions pas du tout été habitués à ce genre d'univers, hein, ni à la lutte armée, ni à l'ambiance militaire. C'est un traumatisme, c'est-à-dire on voit ce que ça veut dire, le choc quasiment d'une guerre sur place, si on veut. Attentats, bombardements de ponts, en fait, c'est ça la vie quotidienne. Et donc la vie au Mozambique devient quand même de plus en plus angoissante. Je pense que nos collègues sud-américains avaient une expérience infiniment plus grande que nous. Et Daniel et moi, ça devient tout doucement, quelque part, comme un cauchemar, en fait. Et le cauchemar devient énorme lorsque notre projet se fait attaquer là où on loge, Daniel et moi, un week-end. On a passé une soirée pour l'anniversaire d'un collègue brésilien. On est ensemble, il fait mauvais, il pleut, il y a l'orage qui arrive, et nous on rentre plus tôt de l'endroit où nous étions réunis. Et l'endroit où on était réunis va être attaqué en fait, par la guérilla, venant d'Afrique du Sud, dont la frontière était toute proche de là où nous étions. Et il va y avoir des morts. Nous, on a de la chance, nous n'étions pas là. Mais c'est ce qui va déclencher chez Daniel et moi vraiment un moment de prise de conscience, si on veut, à la fois d'une compréhension, c'est ça qui est terrible, hein, c'est une compréhension à la fois des luttes qui se jouaient pour ces gens à l'époque, et en même temps, qu'est-ce qu'on fout là, dans ce merdier-là. C'était la double, et donc c'était une double contrainte dans la tête. Le lendemain, on redécouvre des copains, les mains liées, enfin c'est des morts, enfin c'est une histoire, comment on appelle ça, difficile. Que nous avons vécu, et puis nous avons décidé, en fait, Daniel et moi, de rompre notre contrat.
C'est-à-dire qu'on va aller voir l'équipe dirigeante, dont la personne avec qui on avait signé à Lisbonne, qu'on va retrouver. On le connaissait bien, hein, c'était le patron du projet, c'était l'adjoint du ministre, secrétaire d'État à la villagisation. C'était une époque assez incroyable, hein. On a rencontré, on a croisé en fait des personnalités incroyables du mouvement non aligné et planétaire en fait, qui venaient saluer Samora Machel. Donc c'était assez incroyable, Indira Gandhi qu'on a pu voir, en fait on a pu écouter, enfin, c'était des moments grandioses où on écoutait les grands leaders planétaires qui passaient là-bas. Mais finalement on va décider de rompre notre contrat. À partir de là, ils vont créer une sorte de vide sanitaire autour de nous, les militants engagés, pour ne pas qu'on décourage en fait. Et ça, je me rappelle de ça, c'était assez traumatique pour nous, mais ils ont voulu quand même se protéger en fait, se protéger parce que il fallait vivre aussi là-dedans. Et donc, ils vont nous dire débrouillez-vous. Globalement, débrouillez-vous. On avait eu nos salaires. J'essaye parce qu'il y avait des changes l'échange était, donc il n'y avait pas de monnaie échangeable. Et pour reprendre un billet d'avion vers l'Europe, il faut de la monnaie. Donc tout est compliqué. Donc je dois trouver au noir, etc. J'arrive finalement après de multiples à retrouver des dollars, mais vous imaginez que ça ne se fait pas comme ça. Donc je suis obligé d'aller dans des trucs, dans des coins clandestins. Et puis finalement, on arrive à racheter un billet. Et pour monter dans l'avion, c'est tout l'argent que j'ai dans la poche qu'il nous faut dépenser pour remonter dans l'avion, parce que on ne se rendait pas compte, Daniel et moi, pris dans cet univers de la Révolution, que le pays était aux abois. Et donc beaucoup de gens fouillaient, mais on ne s'était pas rendu compte parce qu'on était engagés dans l'histoire. Et donc reprendre ces vols, il y avait un vol, je crois, à l'époque par semaine qui remontait vers l'Europe, vers Paris. On est monté dans cet avion, mais en payant, allez, pour le dire franchement, en soudoyant, en montant dans l'avion, dans un chaos. Enfin voilà. Puis on est monté dans cet avion. C'était une sorte de fuite. Nous sommes arrivés à Paris. On n'avait dit rien à personne, donc on arrive sans. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut communiquer, donc on n'avait pas dit grand-chose. Nos parents, enfin ma mère, les parents de Daniel ne savaient pas ce qu'on avait vécu, du tout. Et on arrive et je dis à ma mère qu'on est à Paris, et sans aucun souci, elle vient nous chercher comme si de rien n'était, comme si je l'avais quitté la veille. Et nous, ça va être un blackout, on va être incapable, Daniel et moi, de raconter en fait ces années du Mozambique pendant, je crois, excusez-moi, hein, mais pendant de nombreuses années, ça va être compliqué. Je pense que la parole va revenir lorsque, de manière tout à fait, je dirais, inconnue, un collègue de Louvain, sociologue, Jean-Pierre Hiernaut, m'invite à Lisbonne pour donner un cours, et il apprend, je ne sais plus par qui, que je parle portugais. Et 20 ans après, il m'invite là-bas, et évidemment, arrivé là-bas, évidemment, toutes les images me reviennent. Et 20 ans après, alors Daniel et moi, on commence à délier notre parole, je l'invite le week-end suivant, et on se retrouve. On a vécu vraiment des moments vraiment très difficiles. Il faut vous imaginer que nous étions jeunes. Daniel avait 18 ans, j'en avais sans doute 24 à peu près à l'époque. Nous n'avions absolument pas été formés, en aucun cas, dans des problèmes de militance, de lutte armée, mais nous nous sommes retrouvés en fait dans une guerre civile. Ce qui fait qu'on a été témoins, on a vu beaucoup de choses, pour le dire comme cela. Je pense qu'on est rentré du Mozambique en ayant vieilli d'un coup de 20 ans. C'est-à-dire que c'est tout un monde précédent qui était remis en question profondément. Nous n'étions plus naïfs. Je crois que Daniel, à 18 ans, était profondément adulte, et moi, à 24 ans, j'étais un autre homme, en fait. C'est-à-dire qu'on s'était confronté au réel, comme dirait Freud, en fait. Et donc, on bascule, en fait, dans une autre réalité. Je pense, comme je l'esquissais tout à l'heure, c'est un collègue de Louvain qui, me ramenant à Lisbonne, nous a permis, je crois, Daniel et moi, de sortir de ce traumatisme qui en était un, il faut dire la vérité. Nous n'avions pas dit grand-chose en rentrant. C'est-à-dire on s'est tu, Daniel et moi, on a peu abordé entre nous cette question. Les copains nous interrogeaient peu, on racontait peu. Et c'est ce retour à Lisbonne 20 ans après qui nous a permis, je crois, Daniel et moi, de libérer notre parole
d'abord entre nous deux, et puis de mettre un discours. Daniel a écrit un roman en fait, qui se parle d'une chambre au bord du fleuve, qui traite, enfin qui raconte une partie de notre vie, notre épisode, la rencontre avec les clandestins, la lutte clandestine brésilienne, ces réseaux secrets, etc., qu'on a finalement entrevus, qu'on a côtoyé un peu finalement. Et puis progressivement, on va passer à une autre vie. Et je pense que ça nous a permis, je dirais, d'aborder la suite avec une complexité qui fait qu'on rêvait. Directement, on n'a plus rêvé grand chose, on a rêvé autrement en fait. Mais plus avec cette idée de cette forme de militance-là, qui est une sorte de fuite en avant. Je critique absolument pas hein, la violence de ces luttes de ces pays pour sortir en fait de la colonisation. C'était légitime. Et quelques mois après notre retour du Mozambique, Daniel décide de prendre des études. Elle a commencé la première année de sociologie. Et elle va reprendre des études en disant « Écoute, il faut que je puisse voyager avec toi, tu ne vas pas t'arrêter, je te connais, tu vas continuer. » Et donc je vais faire des études d'infirmière, ce qui ne correspond en aucun cas à sa personnalité. C'était contre... elle le fait, je pense qu'elle le fait, je crois, littéralement par amour de notre vie ensemble, hein, je pense. Et puis elle devient accoucheuse, en fait, elle fait des études d'accoucheuse. Et pendant le même moment, en fait, j'ai un cousin qui est médecin, ils fonde MSF Belgique, il était lié à MSF France. Et puis il me dit, mais écoute, il ne faut pas rester sur cet échec. Si tu veux, je te rapproche d'MSF, ça vient de commencer. Hein. Donc Médecins sans frontières venait de démarrer et je rencontre Kouchner, qui est devenu après ministre des Affaires étrangères, et d'autres, hein, Maluret, etc., qui étaient ses copains. Et donc on passe une soirée dans un bistrot ensemble et il me dit, mais tu voudrais aller où? Enfin, nous, on a toujours besoin de gens. Écoute, on a une mission qui démarre en Mauritanie. Ça démarre, on ne sait pas, c'est une mission exploratoire. D'ici une quinzaine de jours, je ne sais plus, il y a 2 médecins qui partent. Si tu veux, t'accompagnes, on a besoin de ce qu'ils appelaient des logisticiens, des gens qui, autour en fait, de l'équipe médicale, donc j'avais fait l'année de médecine tropicale à Anvers, il dit mais ça va, tu as une idée, enfin, c'est bien un type comme toi, débrouillard en fait. Et donc je me joins avec un contrat MSF France, si j'ai bonne mémoire, France, oui. Je me joins à une équipe médicale dirigé par Henri Gott. Je me rappelle de lui, c'était un homme extrêmement sympathique. Je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu. Et puis d'autres vont s'adjoindre, je ne me rappelle plus. Enfin, finalement, on est quand même bien une petite équipe. Et Daniel fait ses études, donc on est séparés, je dirais, une fois encore. On va vivre comme ça, de manière assez forte, mais en étant toujours extrêmement liés, en fait, tout en étant... Et cette expérience en Mauritanie va de nouveau être pour moi... c'est un moment très difficile, je ne suis pas bien. Évidemment, dans ma tête, ce que j'ai vécu précédemment est là. La Mauritanie, c'est le Sahara, c'est un autre monde en fait. Je découvre le monde de ces nomades du désert. La famine est là, 83-84. Il pleut absolument pas. Les gens meurent littéralement dans des îles que sont les puits. Donc il y a des puits, les animaux crèvent, les gens meurent. Donc on arrive là dans un drame absolu en fait. Enfin, comme vous voyez les photos de Salgado, c'est ce que je vis cette année-là en Mauritanie. Pardon. Et donc notre équipe est à la fois au front en fait, mais en même temps dépassée par l'ampleur d'une situation. Je ne sais pas très bien que faire. Ça nous dépasse, c'était quelque chose. Et à la capitale, en fait, je ne sais absolument plus comment. Un couple qui a l'âge que j'ai aujourd'hui, une soixantaine d'années, sont des 2 chercheurs du CNRS en France. Je ne connais absolument pas ce monde-là. Et ils nous disent, mais vous, les jeunes engagés pour des ONG, vous êtes vraiment... Enfin, on veut vous aider parce que vous donnez votre vie gratuitement, quasiment, on ne gagnait pas grand-chose. Hein. Et donc nous, on veut participer à cela. Et il nous dit, écoutez, nous avons une grande maison, il y a une chambre pour vous. Et alors ils me disent, mais écoute, si tu n'as rien à faire, Pierre-Jo, tu peux venir chez nous. Et en fait, ils vont me proposer, lorsque je suis à la capitale, donc moi je règle des problèmes assez techniques, hein, la mission se trouve à 800 km, il faut approvisionner, il y a des véhicules, de la nourriture, il faut acheter des tonnes de trucs. Donc c'est mon boulot, je suis dans les ports, je vais au Sénégal régulièrement, etc. Et je vais loger chez eux et je ne mesure absolument pas qui ils ont.
et il s'appelle Serge et Denise Robert, sans doute sont-ils décédés aujourd'hui, bien entendu. En fait, c'est deux chercheurs du CNRS, un est anthropologue et l'autre, elle est archéologue, en fait. Et littéralement, les deux ont 60 ans, ils ont vécu toute leur vie, en fait, en Mauritanie, leur vie professionnelle. Ils sont détachés, en fait, de la recherche française sur place. Je découvre des bibliothèques merveilleuses de sciences humaines. Ces gens sont des érudits qui me parlent une langue que je ne comprends pas. En fait, je suis un agro habitué à la décision constante, des problèmes techniques que je résous en permanence et que j'aime bien. Et eux, ils me parlent de culture, de Touareg, de Sahara et tout. Mais je pense qu'ils repèrent, je crois, en moi, leurs jeunes enfants qui ne sont plus chez eux. C'est-à-dire que les enfants sont partis et je suis, je crois, leur enfant. Et petit à petit, donc ça va durer plus ou moins, je reste 6-7 mois, donc c'est quand même pas rien. Petit à petit, ils vont discuter avec moi, avec énormément de gentillesse, je crois, et sans doute sentir que j'ai une histoire déjà un peu déjà multiple. Et un jour, ils vont me proposer de les accompagner sur leur terrain. Donc Serge monte ce qu'il appelle une expédition. On est dans le Sahara, hein, et donc des zones complexes au niveau logistique et tout. Moi, je suis très à l'aise, je me suis habitué déjà, et je les accompagne. Et ça va être pour moi une découverte majeure, bien entendu. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui savent dialoguer, qui connaissent infiniment mieux que moi, alors que je pensais que je maîtrisais mon environnement, qui ont une culture, qui parlent la langue, qui sont d'une autre manière que moi avec les gens, surtout. Ils n'ont pas une attitude d'ingénieur, ils ont une attitude d'ethnologue que je ne connaissais pas. Eux viennent sans savoir, ils sont assis, ils sont là, ils écoutent. Moi, j'écoute rien. Je suis là, je décide, je sais que je dois faire un puits, les gens crèvent, ils manquent de nourriture, je décide pour eux. Je n'écoute rien, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute, je suis quelqu'un dans l'urgence qui sait décider, qui est habitué à prendre des décisions, et je n'ai pas le même monde. Et progressivement, ils vont m'amener, en fait, dans la compréhension progressive, avec une gentillesse, mais vraiment sans fin, hein. Et je les accompagne sur le terrain, je suis assis en dessous des tentes, je les écoute parler avec les morts, c'est absolument fabuleux. Et je crois que c'est dans ces mois-là, je crois que je ne suis pas du tout bon dans l'équipe MSF, je crois que ils me laissent parce que ils me disent, bon, de toute façon, il est comme il est, il me tolère, mais je crois que je suis dans une époque de réflexion intense, donc je me cherche, si vous voulez. Et je crois que c'est eux deux qui vont m'aider, en fait. Et donc, après ce séjour, on est en fin 83, aidé par eux. Eux, ils me disent d'aller étudier à Paris. J'en ai pas les moyens d'étudier à Paris, financier. Et ils me disent, écoute, si tu vas à Louvain, c'est bien, on connaît, c'est des équipes solides, va faire les sciences humaines. Tu dois compléter par ça, parce que tu as cette écoute, tu as déjà cette manière de désirer le monde. On entend ça, mais tu n'as aucune formation. Donc tu ne piges pas ce qui se passe, en fait. Et d'ailleurs, ils me forcent, oh mais ils disent comme ça, Serge était quelqu'un d'assez direct, et ils me poussent à réfléchir à ce que je veux faire. Et donc je reviens en Belgique. Daniel, il faut être clair, c'est Daniel qui est venu me rechercher. Daniel reprend l'avion en Mauritanie, via le Sénégal, et elle vient me rechercher en disant, je le connais, il ne va pas rentrer, il va rester là, il va faire sa vie, je le connais trop, il suffit qu'il soit dans un environnement pour qu'il se sente et qu'il va rester. Et donc elle vient, et elle, finalement, en synergie avec Robert et Denise, ils vont me pousser en fait, à prendre la décision. Et il faut dire la vérité, dans les bistrots à Dakar, on se dispute parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis dans une année d'hésitation. Et je reviens, finalement, on est septembre-octobre 83, et je m'inscris en sociologie à Louvain. Alors, il n'y a pas d'anthropologie, ça n'existe pas à Louvain à l'époque. Et donc je m'inscris en sociaux à Louvain. Je négocie comme je peux faire à l'époque, vous imaginez que ça je sais faire, j'ai appris. Et je négocie pour faire les candidatures en éliminant tous les cours que je n'ai pas envie de suivre. C'est-à-dire que j'ai fait quand même des maths, physique, chimie, enfin je ne crois pas qu'il y avait chimie, non pardon, mais il y avait pas mal de maths, statistiques et autres, donc je réduis mon cursus pour à la fois me garder de la marge de manœuvre. Parce que j'ai besoin dans ma tête de me dire que je ne suis pas posé à Louvain pour 4-5 ans sans pouvoir avoir de la marge de manœuvre. Daniel, à l'époque, est en train de tout doucement terminer ses études d'infirmière et fait sa spécialisation à l'Institut de médecine tropicale à Anvers,
Donc c'était un peu les deux moments. Et nous nous retrouvons enfin, Daniel et moi, pour vivre une vie un peu plus apaisée, si on veut, en louant un petit appartement à la rue de la Neuville, à Louvain-la-Neuve, au cœur de Louvain. Et c'est là, je crois on va mieux se connaître, on va mieux, alors qu'on a vécu quelques années mais avec une vitesse sans rien comprendre. On traverse le monde sans réfléchir, en fait. Hein. Et là, ça va vraiment être une révélation pour moi. Autant j'avais eu une révélation dans mes premiers cours d'agro, surtout les classifications, la botanique m'avait absolument passionné, ainsi que les systèmes agraires, comme j'avais dit. Là, je découvre l'ampleur en fait, des sciences humaines, des grands maîtres, en fait. Donc des sociologues que j'estime extraordinairement brillants. Et je découvre en fait la philo, je découvre la sociologie, je découvre l'histoire aussi qui va me passionner. Et en fait, je rentre dans ces études, même déjà je fais une candie, remise ensemble, et là je découvre le retard que j'ai eu. C'est-à-dire que je ne le savais pas, mais c'est ça que je devais faire. Mais la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai fait après avoir fait ces études en agro, mais qui m'ont donné un regard en fait sur le monde. C'est-à-dire que je décode un paysage avec des yeux d'un professionnel agro qui décode. Et je n'ai aucun problème lorsque je fais des enquêtes aujourd'hui en milieu rural pour quasiment à la minute même me rendre compte de quoi vivent les gens, comment, etc. et de quoi est fait le paysage. Même au niveau géologique, au niveau des bassins versants, ça me parle tout de suite. Et donc je rentre dans ces études-là avec quand même une expérience déjà qui a été sur les chapeaux de roue, mais une expérience de l'Amérique du Sud, petite mais quand même, de l'Afrique et incontestablement de l'Asie. Et donc je rentre dans ces études de sociologie où je peux dialoguer avec ces profs qui sont d'une érudition pour moi énorme, mais je rentre et j'en profite à fond, parce que je peux lire Max Weber, je peux lire le marxisme tel qu'enseigne François Houtard, parce que derrière, je mets des expériences humaines. Le père de Jean-Michel Chaumont, Maurice Chaumont, qui est là, qui est un spécialiste des luttes syndicales au Brésil, etc. Moi, ça me parle tout de suite. J'ai croisé ces gens-là. Et donc, tout de suite, je rentre et je dialogue avec eux et ils me repèrent. Parce que justement, j'ai une expérience où je veux en savoir plus tout le temps, en fait. Et donc, je fais ces études avec énormément d'investissement, avec la même énergie et la même fougue que j'ai vécu précédemment. Donc, je m'y inclus et je lis plus que je ne dois. C'est comme si je comblais un retard. À l'époque, je suis plutôt proche de la sociologie engagée, mais pas uniquement marxiste, loin de là. Il y a François Houtard qui enseigne là-bas, mais il y a aussi Maurice Chaumont, qui est le papa de Jean-Michel, hein, qui était vraiment un fantastique prof, qui était proche d'Alain Touraine, qui nous amène Alain Touraine à Louvain, etc. Mais il y avait aussi Guy Bajois, qui était un incroyable spécialiste de Pierre Bourdieu, etc. Et donc je rentre en fait dans ces pensées. Et je dis ça, c'est parce qu'il y a peu d'anthropologie. Je ne découvre pas l'anthropologie dans mes cours en fait, de sociologie à Louvain. Donc je deviens sociologue avec une pratique de la sociologie et une sociologie quantitative, statistique, qui pour moi va de soi, parce que je suis beaucoup plus à l'aise maths, statistique, que dans la sociologie qualitative, qui pour moi est beaucoup plus sujet à discussion, parce que ça ne me met pas à l'abri d'une mésinterprétation. Je suis quelqu'un qui a besoin de statistiques. Les stats égale la loi des grands nombres, ça m'abrite, si vous voulez. Et donc dans ma tête, je suis beaucoup plus... mais je vais quand même suivre, grâce à une amie, je ne sais plus son nom, mais je me rappelle bien, j'avais un petit groupe de copains avec qui on s'entraidait pour les cours. Et elle me pousse en disant, écoute, j'ai suivi Albert d'Outreloup. Albert était le seul anthropologue qui était là, il avait vécu dans le Bas-Congo. C'est un ancien, je crois, jésuite, qui était tout à fait, qui devenait prof à Louvain, et qui donne des cours d'anthropologie. Ça commence à me parler. Ça me parle, c'est passionnant. Je me rappelle de ce que m'avait dit Serge Denise, mais je ne comprends pas tellement Albert d'Outreloup. Albert est un type extrêmement critique, extrêmement ironique, et ça m'ennuie. Pour moi, il n'y a pas d'ironie dans les luttes, dans la condition paysanne. Et en fait, ça m'ennuie, en fait. C'est-à-dire que je ne pige pas tout à fait son côté, pas déconstructeur à la Mike Singleton, mais son côté toujours de trouver, je dirais, quelque chose pour détruire ce qu'il avait dit précédemment et se moquer de certains étudiants. Ça m'avait choqué, en fait, des étudiants. Il était... Et donc, je n'accroche pas à 100%, si on veut. Et je termine ces études
en me ménageant constamment via les ONG que je côtoyais à l'époque, le mouvement ONG tiers-mondiste, hein, Oxfam, Solidarité Socialiste, enfin 4-5 ONG que je connais. Donc pendant ces 4 années de sociologie, je fais pas mal de missions à l'étranger. Et donc des missions parfois très techniques, agro, parfois déjà un peu plus sociologiques. Et donc je vais pour des ONG ouvrir en fait des programmes de développement dans le Sahel. Mais donc je vais dans le Sahel pas mal, en Guinée-Bissau, parce que je parlais portugais, dans le Sahel aussi. Et je fais une mission assez extraordinaire pour moi, qui est aussi une découverte. Par exemple, j'en ai fait beaucoup, hein. Donc bien souvent, mes pairs, en fait, en suivant les cours, ne se rendent pas compte. Quand je leur dis je pars au Vietnam pour 2 semaines, 3 semaines, je leur dis prenez note pour moi. Ils croient que je fabule, en fait, mais ces jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Ils ont 20 ans, moi j'en ai déjà 26, 27. Et je leur dis mais non, c'est parce qu'en même temps je gagne ma vie, et en même temps je ne me coupe pas parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne me coupe pas de mon premier métier d'agro. Je fais les deux ensemble. Et j'ai fait notamment une mission au Vietnam extraordinaire et techniquement compliquée. C'est-à-dire que, vous allez rigoler, mais c'était des réseaux. Donc le Vietnam, c'est le Vietnam révolutionnaire, quelques temps après. Donc j'avais encore mon passé qui était là, hein. Je vais au Vietnam, c'est pas par hasard, hein. Donc je suis autorisé à y aller, si vous voulez, pour le dire autrement. Et donc c'était des problèmes qu'il y avait à Ho Chi Minh Mill, ex-Saïgon, dans l'approvisionnement en viande porcine. Et donc on me demande si je ne peux pas travailler avec l'Institut de recherche d'Anvers, avec des zootechniciens belges, à amener en fait du sperme de porc qu'on ne savait pas encore conserver longuement, comme le sperme de taureau, mais pour inséminer, pour recréer de la diversité génétique dans les grandes fermes d'approvisionnement d'une ville de plusieurs millions d'habitants. Donc on avait un réseau de fermes de plusieurs milliers de femelles, avec des problèmes de consanguinité, des problèmes techniques graves en zootechnie. Et donc c'est un problème vraiment de recherche, un problème très haut de gamme en biologie génétique, et ça me passionne. Et donc en même temps, je m'engage là-dedans avec passion. Et donc je pars au Vietnam avec mes caisses de sperme, avec des porcs vivants, donc on affrète. Donc c'est ça que je fais pareil. Dans ce monde de la sociologie, j'ai quand même toujours un peu des... Et c'est aussi une découverte aussi, donc je rencontre là une élite plutôt francophone qui avait été formée, c'était des gens aînés, mais avant ces gens avaient été colonisés par la France et donc par les Français, et ils me racontent toute leur histoire quand ils me découvrent, quand ils découvrent un peu l'histoire que j'ai, alors ils se livrent et ils me racontent leur histoire du Vietnam. Et ça a été pour moi aussi une couche en fait, où je reviens. François Houtard, que je côtoie, il est sociologue, je l'avais rencontré, il avait travaillé au Vietnam. Et donc le courant passe, c'est-à-dire je reviens, il me demande comment ça a été, je lui raconte, et il dit tu vois, il n'y a pas que cette histoire traumatique de Mozambique, il y en a d'autres, regarde. Et petit à petit, je m'apaise, si on veut, avec tout ça. Alors je repars, je suis obligé de raconter, parce que j'ai fait beaucoup de voyages à l'époque, des voyages techniques, hein, mais notamment un, c'est que je pars en 85, je crois que je suis en première licence, où je suis ouais, je crois que c'est ça. Et je pars l'été, et c'est la première fois que je vais au Burkina Faso, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est Oxfam, mais je ne suis pas Oxfam Belgique, avec Brigitte, Jean-Pierre, qui étaient les patrons d'Oxfam à l'époque, me demandent où FCD, le Fonds de coopération au développement, avec, non c'est lui, le Fonds de coopération avec, bon, soit, enfin, je me retrouve en 85, Thomas Sankara a pris le pouvoir au Burkina Faso. C'est une révolution, on pourrait dire populiste. Je ne dis pas tout à fait marxiste. Sankara et leur équipe avaient une histoire beaucoup plus complexe. Ce sont des intellectuels qui ont pris le pouvoir, des capitaines, ils ont 30 ans. Et je me retrouve, à la demande de ces ONG belges, c'est Guy Berings en fait qui m'avait demandé d'aller, je me retrouve à revivre cette ambiance que j'avais connue au Mozambique. C'est-à-dire toute l'ambiance de la révolution. Thomas Sankara, qui est un leader charismatique, c'est impossible de ne pas le suivre, en fait. Quand il prend la parole, il a d'une capacité d'énoncer les problèmes à la fois locaux, internationaux, les rapports à la France, à Mitterrand, en fait. Il faisait des discours de plusieurs heures. Et j'arrive dans cette ambiance de Ouagadougou, je ne connais absolument pas le Sahel, mais je suis médusé, en fait, par cette ambiance, par une ambiance aussi absolument festive. C'est-à-dire c'est une révolution populaire, agréable, on danse, les jeunes sont valorisés, les femmes sont valorisées.
Et je reviens avec ce sentiment, en fait, après cette mission où j'ai dû travailler techniquement à installer des projets, etc., de coopération, que d'abord, ça peut être multiple, en fait. Multiple, complexe, et qu'il n'y a pas que les révolutions purement marxistes qui existent dans le monde, quoi. Il y en a de multiples. Et là, il y en a une autre. Et je reviens et je raconte ça en sociologie. C'est-à-dire, je fais des travaux, en fait, sur tout ça, je me force à connaître. Et c'est comme ça que je termine la sociologie en faisant un mémoire avec François Houtard, sur le langage des ONG, le langage de la coopération, en fait. Le langage de la coopération ONG. François, à l'époque, crée le CETRI, Centre de recherche tricontinental. Il est très engagé au Mozambique, au Nicaragua. Mais là, je refuse de me retrouver de nouveau dans... Et donc, je ne souhaite pas. Et il dit, mais enfin, tu as été à gauche et à droite. Et je dis non, je ne souhaite pas me retrouver et de repartir, en fait, faire un mémoire là-bas avec toi, avec une équipe, dans une situation telle que je le devine, en fait, par l'expérience que je... Et donc, je fais un mémoire sur des archives, en fait, de plusieurs ONG belges, engagées dans de multiples lieux, je dirais, dans le monde, et j'essaye de comprendre, en fait, comment émerge un langage sur le changement social. Et c'est comme ça que je termine mes études en sociologie, sans avoir beaucoup, en fait, approché, en fait, de l'anthropologie. Pour moi, l'anthropologie est inatteinte. J'ai un peu lu, j'ai écouté les grands auteurs, ça me dépasse, en fait. C'est un monde qui est supérieur. Pour moi, je dirais, beaucoup plus compliqué que la sociologie. Pas supérieur, compliqué. Et donc c'est comme si c'était pour moi inatteint. La sociologie était une suite logique et je transite quasiment de la, je dirais, des sciences biologiques que j'avais faites par des auteurs particuliers qui avaient fait le grand écart entre la science et la sociologie ou les sciences humaines, style Henri Atlan, ce fameux médecin, etc., style Edgar Morin et la méthode, en 4 volumes qui avaient été invités par Jean Ladrière à Louvain. Et le langage de Morin à l'époque était un philosophe, mais n'empêche, il parlait avec le langage, en fait, à l'époque, il utilisait le langage d'un physicien ou d'un biologiste. Et donc, moi, ça me parlait. C'est-à-dire que je comprenais, je pensais comprendre de quoi il parlait. Et donc, c'est ces gens-là qui vont m'aider. Mais je ne suis pas encore dans cette capacité de rentrer dans la culture, si on veut. Ça, je n'ai pas encore vraiment dans mon... comment on pourrait dire ça, dans ce qui va m'attirer. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Mais je n'ai pas encore lu les grands auteurs en anthropologie.